Amis, bonsoir, bienvenue pour cette soirée de réunion, de conférence de la Loge unie des théosophes de Paris. Nous sommes réunis autour du thème aujourd'hui, donc Platon, philosophe et initié. Donc bien sûr, ce thème sera abordé à la lumière des enseignements de la théosophie. On doit à Madame Blavatsky essentiellement et à Judge. La réunion se déroulera donc de 17h30, là, comme maintenant, jusqu'à 19h. Et après l'exposé, il y aura un échange de questions-réponses sur ce thème d'aujourd'hui. Alors, on rappelle simplement qu'on demande de respecter le principe de l'impersonnalité, c'est-à-dire en fait ne pas mettre en avant des opinions sur des personnes, mais plutôt présenter des questions sur les idées qui peuvent être d'intérêt général pour tout le monde et sur lequel il sera répondu, bien sûr, suivant l'enseignement de la théosophie, dans la mesure du possible, évidemment. Alors, des sujets comme aujourd'hui, donc c'est une conférence qui est mensuelle, tout le premier dimanche du mois. Donc là, au mois de mai, on aura une réunion particulière parce que c'est une date qui est proche de la date de décès de Madame Blavatsky, du 8 mai. Donc on aura le 1er mai, le premier dimanche du mois de mai, on aura l'occasion d'aborder le thème « L'apport des ouvrages de H.P. Blavatsky ». Sinon, nous avons tous les vendredis soirs de 20h15 à 20h15 jusqu'à 21h30. Nous avons une conférence donc hebdomadaire suivant le même principe, un exposé et puis le temps demeurant jusqu'à 21h30 consacré à l'échange de questions et réponses. Alors vendredi 8 avril, donc le prochain vendredi, le thème abordé sera les expériences de mort imminente, les EMI ou les NDE comme on dit en anglais. Donc bien sûr, toujours quel est l'apport théosophique pour aborder ce sujet qui est aussi très important et instructif. Alors, il y a d'autres thèmes. Alors, un petit rappel, mais vous allez trouver tous les détails sur le site principal qui est théosophie.fr, donc dans lequel vous avez les programmes. Il y a pour le trimestre jusqu'à la fin juin, donc vous pouvez le télécharger. Il y a aussi des informations concernant les autres activités. En fait, on a des réunions d'études le mercredi soir, deux réunions d'études de 19h à 20h où on va aborder là, on est en train de terminer l'étude de la Bhagavad Gita, là on a encore une ou deux réunions. Et puis après, très rapidement, on va aborder cet ouvrage de William Cohen Judge, qui est un recueil de lettres qui s'appelle « Les lettres qui m'ont aidé » et qui est un peu un guide, une aide, des conseils, on va dire, dans la mise en pratique de l'enseignement philosophique dans notre vie de tous les jours. Et puis, un quart d'heure après, c'est-à-dire de 20h15 jusqu'à 21h30, on poursuit l'étude que l'on a commencée de l'Océan de Théosophie. Océan de Théosophie qui reprend les enseignements principaux de la théosophie à travers des chapitres bien spécifiques. Et puis, on étudie aussi les réponses aux questions donc sur cet océan qui ont été posées à l'époque et consignées à l'époque de Robert Crosby, qui est le fondateur en 1909 avec d'autres associés de la première loge unie des théosophes à Los Angeles. Donc, ce mouvement Loge unie des théosophes, on va dire quelques mots, mais c'est un mouvement qui veut centrer l'attention sur l'importance, sur l'existence d'enseignements authentiques tels qu'on les trouve dans les écrits de Blavatsky et puis de Judge qui était son compagnon de travail et qui sont des enseignements clés qui permettent de retrouver ce que l'humanité a toujours connu, mais dans différents mouvements philosophiques et religieux que l'on n'a pas forcément considérés comme des émanations de ce que Madame Blavatsky appelle la religion sagesse, c'est-à-dire en fait la préservation depuis l'enfance de l'humanité, c'est-à-dire il y a des millions d'années, d'enseignements de grands sages qui se sont incarnés parmi l'humanité
pour apporter, pour rappeler ces grandes vérités essentielles et apporter les moyens de retrouver les clés de l'initiation. On parlera probablement effectivement un peu plus de l'initiation, mais ces grandes vérités constituent ce corps qui a été préservé par les maîtres de sagesse, qui forment une fraternité universelle depuis cette époque et qui a préservé de manière ininterrompue tous ces enseignements et qui se sont manifestés à différentes époques, dans différents contextes, avec différents langages, sous différents symbolismes, par ces mouvements philosophiques et religieux. Mais pour la théosophie, ce sont des résurgences d'un seul et même enseignement universel. Donc, Madame Blavatsky a proposé de regarder, et on peut faire, c'est ce qu'on va faire ce soir, l'exercice avec les enseignements, les écrits de Platon, de montrer qu'en fait, il y a des vérités universelles qui appartiennent à toute l'humanité qui sont derrière. Alors, en quelques mots, voilà. Si on veut, donc, on peut trouver des enseignements, des informations complémentaires sur notre donc, site théosophie.fr. Il y a aussi le site où on peut se procurer les ouvrages, horizon texte théosophique.fr. Et puis il y a un site qui s'appelle Horizon Théosophique où on peut trouver aussi des lettres, des newsletters en fait, dans lesquels un certain nombre de sujets un grand nombre de sujets sont abordés. Et on peut donc entendre des conférences et lire des textes qui sont en rapport avec les thèmes proposés. Voilà. Avant donc de laisser la place à notre ami pour la conférence de ce jour, donc qui est sur Platon, philosophe et initié, nous allons faire deux lectures. Bon, les ouvrages, les écrits de Platon sont extrêmement nombreux. Ils se mesurent en peut-être 1500 pages ou un peu plus. Donc c'est un peu difficile effectivement de faire des extraits, mais on va tirer deux extraits. Alors le premier sera extrait du Phèdre et qui montre un intérêt particulier pour introduire ce qui est développé par ce concept. On sait que Platon, enfin à travers les propos de Socrate, a développé, c'est l'idée de le fait de connaître, c'est se ressouvenir. Alors, il dit qu'il fait référence dans ce Phèdre, il fait référence, donc là c'est c'est Socrate qui parle, hein, il fait référence à un état antérieur dans lequel l'homme avait eu connaissance de ces vérités et que, en fait, ensuite, il faut essayer de faire en sorte de retrouver à l'intérieur de soi ces vérités. Et donc, connaître, c'est se ressouvenir. Alors, voilà ce qu'il dit. Bon, ce sont des extraits hein, que l'on a fait donc, de ce Phèdre dans la section 249. Il n'est pas facile pour toute âme humaine, indistinctement, de se remémorer ces réalités supérieures en partant de celles d'ici-bas. Il n'existe donc évidemment qu'un petit nombre qui possède, dans la mesure voulue, le don du ressouvenir. Et puis, un peu plus bas, il va parler donc de la beauté et il introduit la notion de l'initiation telle qu'elle a été instaurée et ce qu'elle apporte. Quant à la beauté, il la voyait resplendir dans ce temps où, membres d'un cœur fortuné, ils étaient spectateurs de la bienheureuse vision qui s'offrait à leurs yeux, nous avec Zeus et sa suite, d'autres en compagnie de tel autre des dieux, où ils étaient les initiés d'une initiation, dont il y a justice à dire qu'elle est, entre toutes, infiniment bienheureuse. Ce mystère, nous le célébrions en ce qui nous concerne, dans l'intégrité de notre nature, dans son impassibilité à l'égard de tous les maux qui nous attendaient dans la suite du temps, les objets du mystère auxquels nous étions initiés ayant de leur côté intégrité, simplicité, immutabilité, félicité, apparition dévoilée,
dans une pure lumière à des êtres qui sont purs eux-mêmes, dont la place n'est pas marquée par ce sépulcre que nous promenons avec nous et que nous appelons le corps, enchaîné à lui comme l'huître l'est à sa coquille. Ça, c'est un premier extrait donc du Phèdre. Le deuxième extrait que l'on va lire, sans vouloir être trop long, mais c'est important quand même, c'est un extrait du Phédon, qui est en fait le discours qui rapporte le dernier discours de Socrate avant sa mort, et donc a été rapporté après par un témoin. Enfin, ça c'est tel que le récit est présenté, évidemment, et qui va permettre de voir quelle est véritablement la position, la définition de ce qu'est le véritable philosophe. Alors, c'est Socrate qui parle là aussi et qui raconte effectivement à ses compagnons qui étaient autour de lui, et ça se passe avant sa mort en fait, juste avant sa mort. Et il va expliquer quelle est son attitude par rapport à la mort. Aussi bien, reprit Socrate, le fait de voir un homme s'irriter d'être sur le point de mourir. Merci de couper les micros. Est-ce que tout le monde a coupé son micro là, Voilà. Alors, je reprends, je suis désolé, mais je reprends la lecture. Aussi bien, reprit Socrate, le fait de voir un homme s'irriter d'être sur le point de mourir, ce fait ne témoigne-t-il pas suffisamment que l'homme n'est pas philosophe, n'est pas, il le montre bien, un ami de la sagesse, et que c'est du corps qu'il est un ami. Or, ce même homme peut, je pense, être aussi ami des richesses, être aussi ami des honneurs, soit l'un ou l'autre, soit les deux ensemble. Il en est, fit-il, tout à fait comme tu dis. Alors plus loin, bon, parce qu'on passe effectivement un peu le discours qui est un peu long, alors il va développer un peu ce point et il dit « La tempérance, la justice, le courage, la pensée étant elle-même le moyen d'une purification, il risque fort enfin de ne pas être des gens méprisables, ceux qui, chez nous, ont institué les initiations, mais bien plutôt ces grands hommes, de réellement nous donner, à mots couverts de longue date, cet enseignement. Quiconque, disent-ils, arrivera chez Hadès, c'est-à-dire l'entrée dans la mort, sans avoir été initié ni purifié, aura sa place dans le bourbier, c'est-à-dire en fait dans ce lieu de décomposition, la perte de l'âme, si on veut d'une certaine manière symboliquement. Tandis que celui qui aura été purifié et initié, celui-là, une fois arrivé là-bas, aura sa résidence auprès des dieux, ce que les théosophes appellent le Devachan en fait. C'est bien vrai que, en effet, selon les paroles de celui qui parle des initiations, nombreux sont les porteurs du Tirs et rares les bacchans. Or, ceux-ci, selon mon opinion, ne se distinguent pas de ceux qui, au sens droit du terme, s'occupent à philosopher. Pour être de ces derniers, je n'ai certes pour ma part, et dans la mesure au moins du possible, rien négligé dans ma vie. Et de toute manière, au contraire, mon zèle s'y est employé. Voilà en somme, dit-il, comment je justifie, Simmias et Sébès, mon bon droit à vous abandonner, vous et mes maîtres d'ici, sans que cela me soit pénible à supporter, et sans que je m'irrite, étant persuadé que là-bas, non moins qu'ici, je rencontrerai de bons maîtres comme de bons camarades. Voilà, place maintenant à la conférence. Merci. Nous avons pu constater tous que la lecture de Platon n'est pas facile. Ceci pour deux raisons, parce que ce sont des textes très denses. C'est aussi des textes anciens qui invitent à utiliser
on pourrait dire, toutes nos facultés d'écoute, à la fois par les oreilles, mais aussi on pourrait dire presque par l'œil ou à travers les mythes, etc. Donc, nous sommes devant un philosophe qui a une dimension très exceptionnelle, mais son enseignement, faut-il le reconnaître, est difficile d'accès. Alors, nous ferons d'abord une présentation générale de Platon, de sa vie, avant d'entrer progressivement dans le contenu et l'importance de son message. N'oublions pas que la pensée platonicienne continue à animer notre culture et elle a été enrichie, bien évidemment, au cours des siècles par ceux qui sont venus après lui pour justement expliquer certains passages de Platon qui pouvaient nous paraître un peu difficiles. Alors, Platon est né à Athènes, d'une famille aristocrate, vers 429 avant Jésus-Christ, et il est décédé en 347, donc avant Jésus-Christ, les deux avant Jésus-Christ. Alors, rappelons-le que quand on donne des dates, il faut toujours parfois avoir une certaine souplesse parce que selon les auteurs et surtout les périodes des livres auxquels on fait référence n'ont pas toujours exactement les mêmes précisions et donc on peut avoir des petites différences. Donc il est né 5 à 4 siècles avant Jésus-Christ. Il est donc décédé autour de 82 ou 79 ans. Il a connu Socrate, c'est le point très important de sa vie, mais il a, comme on l'a dans le titre, il a été initié. On peut dire que par Socrate, il a acquis une méthode philosophique et par le circuit de l'initiation, il a accédé à la profondeur de l'enseignement qui doit être normalement l'objet de la philosophie et qui doit aboutir progressivement à l'entrée dans l'initiation. Alors il a connu Socrate. Socrate, c'est un peu avant lui, évidemment. Il est né en 469 avant Jésus-Christ et il est mort, on le sait, par une condamnation à boire la ciguë en 399 avant Jésus-Christ. Socrate n'a rien écrit, mais il fut on peut dire le maître de Socrate. Et si Socrate n'a rien écrit, Pythagore non plus, qui sera l'autre grand philosophe à avoir influencé Platon. Socrate n'était pas un initié, par contre. Ça, c'est un point important. Il était, on le dit, médium dans un certain aspect, mais il a enseigné la méthode socratique, une méthode qui est à la base d'un échange de questions-réponses où on accède progressivement à la fois à notre connaissance, la connaissance de ce que nous sommes nous-mêmes, mais aussi à toute pénétration d'un thème quelconque à travers le dialogue avec d'autres, etc. Alors Socrate était instruit par une voix intérieure, donc on pourrait dire que c'était un médium de naissance, un médium spirituel quand même, parce que l'enseignement de Socrate est très important, et Socrate avait, on le sait, un daimon, une voix intérieure qui l'inspirait. Et c'est cet enseignement qu'il a divulgué sur la réalité de cette voix intérieure qui lui a attiré des hostilités, mais aussi certains comportements de sa vie probablement. Mais quand on veut condamner quelqu'un, on trouve toujours un argument, surtout dans le contexte extrêmement agité de la Grèce de l'époque. Donc on va connaître la philosophie de Socrate à travers Platon, qui fut son élève. De combien de temps fut-il son élève? Là encore, on n'a pas d'éléments très précis. Rappelons simplement que quand Socrate est décédé, Platon avait 28 ans, mais la vie de Platon, toute sa
son adolescence et sa jeune période adulte a été très marquée par les guerres du Péloponnèse. Et Platon a participé à ces guerres. Il était dans la cavalerie, il a donc eu des périodes d'engagement militaire. Socrate enseignait les jeunes d'Athènes sur les valeurs morales, les vertus, la vérité, la droiture, l'honnêteté, etc. Il menait lui-même une vie très sobre, mais semble-t-il était capable de participer à des banquets. Et c'est ce qui était un peu contraire à la notion liée à l'initiation, où ce genre de choses est fortement prohibé. Mais Socrate enseignait aussi l'immortalité de l'âme, la responsabilité de l'être humain, et il avait ce goût de débattre. Voilà. Alors, quant à Platon, maintenant nous nous centrons sur Platon, il faut reconnaître qu'on connaît très mal sa vie, ou très peu, mais on le connaît surtout à travers ses écrits, et c'est ça qui va nous attirer, c'est quelle est la vie de Platon, quel est l'enseignement de Platon. Encore quelques petits détails quand même sur sa vie. On ne sait pas s'il fut marié, on ne sait pas s'il eut des enfants. Voilà, ça c'est... Donc il a un certain penchant pour la guerre dans son adolescence et son jeune âge, mais peut-être était-ce simplement par les circonstances qui s'imposaient à tout jeune homme d'une famille aristocratique. Quant à son nom lui-même, le nom de Platon n'est pas le nom qu'il aurait normalement dû porter, et ça c'est un mystère, parce qu'à l'époque, dans ces familles, on portait le nom du grand-père, et ce n'est pas le cas. Donc Ézone a connu ainsi. Voilà. Après la mort de Socrate, Platon commença à enseigner, et avant de partir en voyage et de commencer une série de voyages, il ira 3 fois par exemple en Sicile, et dans une première série, il partit pour l'Égypte, puis en Cyrène, aujourd'hui c'est la Syrie, la région de Syrie, puis pour aller en Grande Grèce, c'est-à-dire en fait la partie basse de l'Italie, et également en Sicile. Là, il va rencontrer au cours de ses voyages des pythagoriciens et va se lier avec eux. Il va aussi se lier avec différentes personnages, voire même des dictateurs de l'époque. Il revient à Athènes vers 388. Alors on rappelle que la mort de Socrate, on l'a donné, c'était 399. Et quand Platon part en voyage, nous sommes autour de 386, quelque chose comme ça. Quand il retourne à Athènes en 388, avant Jésus-Christ, il va créer l'Académie, dans un village, on pourrait dire, à proximité d'Athènes. Et il édifie, voilà. Et là, il va enseigner. Il va enseigner la méthode socratique, qui sera moins basée sur un exposé didactique, mais beaucoup plus sur la discussion entre les élèves et les professeurs, pour reprendre ainsi l'enseignement, la méthode de Socrate. Et il enseigne ainsi pendant plus de 20 ans. Et en fait, il enseignera jusqu'à sa mort. Il devra accomplir un voyage sur les instances donc, de celui qui dirigeait la Sicile, Dion, au cours d'un second voyage. Et il en fit un troisième aussi, et ça c'était en 361. Il avait 61 ans et plus de 60 ans, il approchait la 70. Donc on voit que ces derniers voyages, au fond il va les faire à des âges assez tardifs. Ces voyages ne se passent pas toujours bien, et parfois c'est assez dramatique, mais il arrive néanmoins à revenir à Athènes.
Nous n'oublions pas que Athènes, à cette époque, a subi donc a été très agitée. Nous sortons d'une grande période de guerre et nous allons aussi bientôt repartir dans une grande guerre et sera ensuite la fin de la grande période d'Athènes. Voici quelques éléments, c'était quelques éléments sur sa vie. Maintenant, en ce qui concerne le vrai Platon. Le vrai Platon, c'est celui qui, dans ses écrits, mais le vrai Platon, c'est aussi ce que Madame Blavatsky nous dit avec deux caractéristiques. Une première caractéristique, c'était un homme en avance sur son temps, sur le plan psychologique, mental et spirituel. Et comme l'était Confucius, un siècle à peu près avant Platon, tous deux, Confucius et Platon, étaient ce qu'on appelle en théosophie des hommes de la 5e ronde, c'est-à-dire des hommes qui étaient très très en avance sur le plan de l'évolution par rapport à l'humanité actuelle qui se trouve dans la 4e ronde. Voilà, c'est donc un écart immense sur le plan des capacités du mental de ces deux hommes. On rappelle que Bouddha, lui, ainsi que Sankaracharya, sont considérés comme étant des hommes de la 6e ronde, en tout cas considérés allégoriquement comme étant des hommes de la 6e ronde. Donc on voit ces écarts dans les statures de ces personnages. Probablement, Platon a dû avoir une influence de la pensée du Bouddha, comme aussi Confucius, parce qu'on trouve aussi des parallèles entre Confucius et Platon. Et même Confucius, apparemment, on en comprend un passage de l'introduction de la doctrine secrète, aurait soit été à l'origine, soit connu un certain livre, Shuking, qui est un livre qui nous renvoie à la connaissance du livre de Diane, c'est-à-dire un livre, peut-être une collection de livres, qui font partie des plus vieilles archives de l'humanité. Voilà. Ensuite, l'autre aspect très important de Platon, c'est son initiation. Alors, nous n'avons pas pu trouver quel était, ou à quel moment il a été initié. Certainement, il s'agit d'une initiation dans une école pythagoricienne et très probablement sous l'action ou peut-être une influence directe de Philolaos, qui était un très grand pythagoricien de l'époque que Platon a rencontré, il semble-t-il même à plusieurs reprises, une fois du côté de Thèbes, mais peut-être pas exactement à Thèbes, et une autre fois en Italie avec un autre grand pythagoricien, Eurytos. Qu'est-ce qui est important dans le personnage de Philolaos? C'est qu'il c'était un certain grand mathématicien, donc qui dit mathématicien devait certainement connaître toute la symbolique des nombres, et en particulier la notion de tétractis, probablement aussi celle de la musique, qui est un rapport intime avec la notion de musique. Et aussi, il est dit que Philolaos est le premier qui divulgua les secrets de Pythagore. Alors, c'est dans le Larousse, on ne sait pas très bien d'où vient cette information, mais on peut faire un lien, me semble-t-il, entre l'initiation de Platon et le pythagorisme et probablement quelque chose à travers Philolaos. N'oublions pas que Philolaos enseignait le géocentrisme et c'est un point important en rapport avec l'initiation. Alors, on peut aussi penser Platon a peut-être eu aussi d'autres initiations, peut-être en tout cas pour commencer, en particulier à travers la tradition orphique avec la notion de catharsis, parce qu'il en parle lui-même dans La République, dans le livre 2 de La République. Mais il me semble que c'est plutôt sur l'initiation et les mystères pythagoriciens qu'il faut se centrer.
Alors, pour avancer, nous revenons sur qu'est-ce que le vrai Platon, donc en dehors de ces deux aspects d'initiation et d'homme de la cinquième race. C'était, on dira aujourd'hui, une grande âme, un intellect puissant, ouvert à tous les aspects de la problématique de la vie. Ça, c'est un aspect très important qu'on retrouve aussi chez Confucius. Ce sont des hommes qui ne séparent pas la vie publique de la vie spirituelle. Et l'homme qui veut progresser sur le plan spirituel doit s'engager dans toutes les notions de devoir et de responsabilité vis-à-vis de la société. Donc, également un point important commun à Platon et Confucius, et comme Pythagore aussi d'ailleurs, c'est l'importance de la musique. Confucius dira, on ne peut pas diriger un pays si on ne connaît pas la musique, et même si on ne peut pas la jouer. C'était un transmetteur, et entre autres de la notion de vérité. Ce qui nous marque aussi chez Platon, c'est la modernité de la pensée. Si dans la lecture de tout à l'heure, on a remarqué qu'il est effectivement un peu difficile de rentrer dans la pensée de Platon, on est aussi saisi quand même par la modernité de cette pensée. Mais c'est normal, quand on rentre dans les arcanes de sujets complexes, qu'il faille un certain effort pour pénétrer cette pensée. Donc un homme une grandeur d'âme, une grandeur d'élévation. Il faut aussi dire qu'il fut accompagné par des grands sages qui ont vécu avant lui, bien évidemment, ou certains parfois proches contemporains. On peut citer Périclès, Pythagore, Héraclès, Hésiode, Échille, voilà, etc. Donc on va trouver une grande quantité de philosophes qui ont certainement nourri sa pensée. Alors, quand on appréhende ce philosophe, on va constater des parallèles que l'on peut faire avec l'Orient, sur en particulier la compréhension de la structure et l'origine de l'univers. Ça, c'est un point important parce que quand on parle d'un initié, on parle d'une personne ou d'un être qui est en communion avec la grande pensée spirituelle planétaire. Et c'est le cas d'un philosophe comme Platon de nous permettre et de nous aider à faire ces connexions qui sont particulièrement importantes à l'époque actuelle, comme elle le fut toujours d'ailleurs. Alors dans cette philosophie et en rapport avec l'univers, c'est la notion du un, l'unité de la vie qui va être primordiale, la notion de loi, mais aussi une explication de quelle est l'origine du multiple, de la variété, et quel est le pourquoi il y a cette notion on pourrait dire, de divisibilité du un, voilà, en rapport avec l'univers. Bon, la réponse sera dans la notion d'émanation d'une part. Tout l'univers est un processus d'émanation. Dans la notion de loi de cause et effet, karma et réincarnation, comme dans la loi de l'évolution, d'une évolution universelle, c'est-à-dire d'un devenir permanent. Alors, Platon, c'est aussi un homme de synthèse qui va nous aider à justement réconcilier tous ces aspects de la vie philosophique, comme la notion de l'unité et de la multiplicité. Par contre, sur le plan de la culture, on en parlait tout à l'heure, l'engagement social, Platon va accorder beaucoup d'importance à la notion de justice, mais aussi à la notion au sport, la gymnastique, très importante dans l'éducation des jeunes, mais aussi sur la musique. Parce que la musique forme le cerveau, c'est une chose que l'on découvre aujourd'hui avec beaucoup de précision, on pourrait dire à travers l'imagerie cérébrale. La musique est indispensable pour que les deux parties du cerveau se synchronisent et se libèrent toute leur potentialité. Donc, on voit pourquoi ces grands philosophes ou ces grands initiés comme Pythagore, Confucius, Platon vont insister sur la notion de musique.
Un autre point, et en particulier, voilà un petit passage de Platon dans la République. Il faut se prémunir, c'est l'histoire de la mauvaise musique, les dangers de la mauvaise musique. Parce que la bonne musique, la mauvaise musique va nous éloigner du divin, alors que la bonne musique va nous rapprocher du logos, parce que la bonne musique, c'est celle qui provient du cœur intime intérieur de l'être humain, c'est celle qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur et qui nous permet justement d'être à l'écoute en quelque sorte ou en harmonie avec la notion du logos. On trouve ça bien évidemment dans l'Orient avec la notion de l'Om ou par exemple la Bhagavad Gita, qui est un ouvrage qu'il faut chanter si on veut vraiment en pénétrer le sens et comprendre la valeur de chaque lettre, chaque syllabe, etc. La tétractis, on ne peut pas dire qu'elle soit abordée d'une manière très claire, mais elle est sous-jacente d'une manière évidente. Elle sera beaucoup plus explicitée plus tard par les néoplatoniciens. C'est une compréhension de la nature intime de l'homme à partir de ses lois d'émanation, à partir d'un principe d'une trinité qui est à l'origine et au cœur de l'être humain, une trinité qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'apparaît parce qu'elle est aussi incluse dans un principe 4 et elle-même inclut dans son ensemble toute la symbolique des chiffres de 1 à 10. Alors, il faudra faire une conférence très particulière sur ce thème de la tétractis, mais c'est un point essentiel parce que l'homme ne doit la vie à ce phénomène de la tétractis. Il en est lui-même une expression, on peut dire indirecte, parce qu'il n'en est pas la cause, mais il profite d'une cause spirituelle qui lui permet d'être dans le cadre d'une tétractis. Ça, c'est l'aspect mystique de Platon qu'on abordera tout à l'heure. Il apporte aussi un point important qui est celui de l'harmonie du monde, l'harmonie de l'âme, etc. C'est cet équilibre intérieur et extérieur qu'il est important d'accomplir, équilibre qu'il symbolisera aussi par l'idée de la croix. Alors, dans Platon, nous avons beaucoup d'éléments sur la notion de l'âme. L'âme participe et ressemble à l'âme du monde. L'anima mundi, là nous avons un parallèle direct avec la pensée en particulier de l'hindouisme. Probablement, on pourrait penser que Platon a dû avoir certains éléments de connaissance du livre de Manu. C'est ce qu'on pourrait penser à partir dans l'introduction d'Isis dévoilée par Blavatsky. On a l'impression qu'elle le suggère très fortement. Alors, Platon, dans cette harmonie du monde, va prolonger la pensée de Pythagore, l'expliciter davantage, et donner une ampleur à la théorie de l'unité de Pythagore. Et dans le Timée, le démiurge ou le logos organise et va permettre l'émanation des âmes du monde. Quand on descend plus profondément dans la pensée de Platon, on va trouver des éléments importants en rapport avec cette notion du un et en particulier dans la compréhension du divin. Le divin, il va falloir le comprendre comme étant l'art d'équilibrer dans l'être humain la notion de l'être et du non-être. Parce qu'on le sait, l'être n'est pas infini alors que le non-être peut l'être. Donc cet enseignement sur l'être et le non-être qu'on trouve en théosophie dans la première proposition fondamentale est ainsi exprimé dans un passage d'Isis dévoilé en rapport avec Platon. L'idée qu'un homme se fait de Dieu, c'est l'image d'aveuglante lumière qu'il voit réfléchie dans le miroir concave de son âme. Toutefois, en stricte vérité, ce n'est pas Dieu, mais seulement sa réflexion. Sa gloire est là, mais ce que l'homme perçoit, c'est la lumière de son propre esprit, et c'est tout ce qu'il peut supporter de contempler. Plus clair est le miroir, plus brillante sera l'image divine, mais le spectacle du monde extérieur ne peut y être vu en même temps. Chez le yogi en extase,
Le voyant illuminé, l'esprit va briller comme le soleil de midi, mais chez la victime avilie des attractions terrestres, le rayonnement aura disparu car le miroir s'est obscurci des souillures de la matière. Les hommes de ce genre renient leur Dieu et aimeraient du coup voir priver l'âme humaine de l'humanité. Peut-être un autre passage. Enfin bref, on pourrait faire d'autres passages ainsi tirés de Isis dévoilée qui nous montrent cette compréhension qu'avait Platon du divin. Nous sommes dans un symbolisme de la lumière, un symbolisme on pourrait dire de Foat, on parle en théosophie de la notion de Foat, mais qui est effectivement très, très sous-jacente chez Platon. On en trouve même certains aspects chez Aristote. Qu'est-ce que c'est que Foat? C'est une compréhension que l'univers est structuré, on pourrait dire par une loi supérieure, un principe supérieur qui va comme coordonner tout le positionnement des consciences, non seulement en fonction de la loi de karma, mais aussi en fonction d'un projet divin, de façon à ce que tout dans l'univers participe non seulement au problème de vie, mais au problème d'évolution ou de progression de l'univers. Voilà. Après, ce symbolisme de la lumière va se décliner en 7 couleurs, etc. Et ensuite, nous allons avoir comme une diffraction du soi supérieur, on pourrait dire, hein, en sept chemins, etc. Donc voilà, cette compréhension du divin est tout à fait essentielle, associée au principe de l'émanation, au principe de la lumière, au principe de l'être et du non-être. Alors nous avons posé que ça intéresse, il y a des passages très intéressants de Blavatsky pour comprendre la pensée de Platon. C'est dans un article intitulé « Les vieux philosophes et la pensée critique moderne ». C'était paru dans l'ouvrage, la revue Lucifer, mais là c'est en anglais. Et ou bien dans l'introduction de Isis dévoilée, des passages très intéressants dans cette introduction, des pages 11 à 22 en chiffres romains. Un deuxième point, maintenant, nous quittons cette première image divine, mais nous allons rentrer dans ce qui peut paraître une dualité entre le monde du divin et le monde de la matière. C'est un point aussi que l'initié doit apprendre à comprendre. Et là encore, nous avons un parallèle avec la notion de Maya dans l'hindouisme ou l'Orient tout en général. On trouve des éléments intéressants dans le Thé et Tête à ce sujet, et qui est un des livres de Platon, sur la notion des images, le sensible, l'opposition du sensible par rapport au spirituel, c'est-à-dire du matériel par rapport au spirituel. Et là, c'est très intéressant parce que Platon va justement pénétrer ce sujet très important de l'homme en rapport avec l'univers, c'est-à-dire l'homme intérieur en rapport à la fois avec son propre corps humain et aussi en rapport, aussi le rapport de toutes les entités libérées de la réincarnation, c'est-à-dire toutes les hiérarchies spirituelles et la manifestation du cosmos. Donc là, nous avons des points importants dans l'enseignement du Thé et Tête, entre autres. Un autre point important qu'on va trouver chez Platon, et on peut entreaperçu dans la lecture tirée d'Isis dévoilée, c'est le symbolisme du miroir. On retrouve dans la Voie du silence, comme on le retrouve dans la pensée chinoise, on le retrouve un peu partout, en fait, dans un peu toutes les grandes philosophies. Ce miroir, ça montre qu'il y a une fonction du mental qui est de réfléchir les idées fondamentalement, le monde des idées ou le projet divin. Et non seulement de le saisir par une lumière qui vient du supérieur, on pourrait dire c'est une capacité d'accéder à ce qu'on appelle la vérité absolue, entre guillemets, parce qu'elle n'est jamais absolument absolue, et d'autre part une autre vérité qui est celle de relative, qui est celle de comment justement cet aspect
d'intelligence du mental à travers son symbolisme du miroir peut aussi réfléchir cette image dans les mondes inférieurs en fonction du besoin évolutif du monde inférieur. Donc là, nous rentrons dans la connaissance dite relative. Mais on comprend que le mystique devra progressivement apprendre à comme fondre ces deux aspects de la vérité, où il accédera à la fois dans une capacité de perception de la vérité absolue et une capacité de perception de la vérité relative, c'est-à-dire d'en faire un usage pratique du grand objet de la méditation, en quelque sorte. Alors, quand on poursuit encore, on va trouver des éléments de compréhension de la pensée de Platon, dans ceux qui vont suivre et qui vont diriger l'école d'académie après le décès de Platon. Cette académie va continuer à fonctionner pendant jusqu'à peu près, moi je crois, environ moins 86 avant Jésus-Christ. L'école sera fermée, probablement elle subsistera sous des formes de groupuscules pour être ensuite reprise vers le 2e siècle de notre ère dans le néoplatonisme. Voilà, donc oui, l'école aurait été fermée à Athènes autour de 86 avant Jésus-Christ, puis ce sera le néoplatonisme qui reprendra le relais dans différents endroits du bassin méditerranéen, en commençant par Rome, et l'école d'Athènes, néoplatonicienne, elle va naître autour de 400 après Jésus-Christ pour être fermée par Justinien dans tous les territoires de l'Empire romain. Dans ceux qui vont succéder, donc ces deux personnages qui vont éclairer la pensée de Platon, on cite un grand nombre de philosophes, bien évidemment, mais en premier, Speusippe, son neveu, qui est donc qui prit la succession directe de Platon à la direction de l'école, de l'académie, puis Xénocrate, qui continua ce travail de Speusippe. Alors, justement, on va trouver dans ces auteurs des éléments pour expliquer des points d'enseignement de Platon. On trouve un passage dans la Doctrine secrète qui est en rapport avec ce travail de Xénocrate. C'est dans la page 38 du premier volume, quand il est parlé de la pensée, de la sensibilité et de la volonté. Ça, c'est un élément, et également tout ce qui est associé à cela, en rapport avec le sommeil profond et l'émanation des mondes. C'est un passage intéressant qui est pas très long d'ailleurs, mais qui nous met dans la pensée platonicienne et telle qu'on peut la voir à partir de l'éclairage de Xénocrate. Alors, un aspect aussi de ces enseignements et l'éclairage de Speusippe et Xénocrate, c'est de nous aider à naviguer à travers le spirituel et le matériel. C'est-à-dire que le spirituel, voilà, donc le matériel se génère, se comprend à travers la pensée qui sera particulièrement développée par Aristote, par la méthode dite aristotélicienne ou déductive, alors que l'autre aspect de la connaissance spirituelle, elle fait l'inverse, c'est la pensée, donc, on a dit l'inverse, la pensée aristotélicienne, c'est la pensée inductive, et la pensée platonicienne, c'est la pensée dite déductive. Voilà. Donc la science, ou la recherche scientifique, telle qu'elle a développée par Aristote, va se baser sur l'observation, et de l'observation, on remonte vers le monde des causes pour comprendre le monde des causes. Alors que dans le monde platonicien, en se basant sur la connaissance de l'être humain et la réalité de l'être humain dans son cœur spirituel, on va faire l'inverse, on va se brancher d'abord sur cette réalité intérieure pour, par un phénomène de mouvement, on pourrait dire de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien
notre conscience incarnée soit éclairée. On a parlé du parallèle entre Platon et l'Orient. Un autre aspect de ce rapport, c'est la notion du mental universel qu'on trouve donc dans l'hindouisme avec la notion de Mahat. Voilà, et ça, c'est un élément qu'on retrouve chez Platon. Beaucoup d'éléments en rapport avec cela, c'est le symbolisme évidemment du soleil, de la lune, des planètes, mais aussi des éléments et l'importance de l'élément feu, qui est l'élément primordial et qui est au cœur de tout être humain. D'où là, on voit une piste vers l'alchimie. L'importance aussi dans tout l'enseignement de Platon des lois de correspondance et d'analogie. Alors dans la clé de la théosophie, qui est un ouvrage qui pour les théosophes est particulièrement important parce que c'est un ouvrage qui va nous aider à nous préparer en quelque sorte à comprendre ce qu'est l'initiation, on pourrait dire aussi ce qu'est l'ésotérisme, parce que c'est aussi une manière on peut remplacer le mot initiation par pénétrer le mystère de l'ésotérisme. On trouve beaucoup d'éléments dans la clé de la théosophie, et on va juste les citer rapidement. Donc, l'importance de cette école de l'académie, le thème de la méditation, on va y revenir dans quelques instants, le thème des mystères, les thèmes de l'éthique, le thème de cette interrelation des principes dans l'être humain, les principes à la fois spirituels, immatériels, et les principes, on va dire, presque psychophysiques et qui vont descendre jusqu'à l'animation du corps humain. C'est toute la section de la clé de la théosophie où elle parle des 7 principes dans l'homme en montrant que cet enseignement était connu par Platon et les initiés de son époque. Elle va insister aussi dans toujours cette clé de la théosophie sur les idées de Platon et la notion du logos et le rapport entre le logos et l'ego humain. Et l'ego humain, le rapport entre, on pourrait dire, la fine pointe de cet ego dans son aspect purement spirituel, qui est intimement uni au logos, et les autres aspects de cet ego en rapport avec la réincarnation et l'évolution. Elle parle aussi dans la clé de la théosophie les différents aspects de l'âme qu'on trouve et qui est dans Platon, en particulier dans les lois. Un symbole aussi qu'on trouve chez Platon, c'est l'homme crucifié, l'homme comme un dieu crucifié. C'est un point important parce qu'évidemment, on va le retrouver dans la chrétienté, mais son origine se trouve dans Platon, et probablement dans tous les enseignements très anciens. Alors, dans les grands mythes de Platon, ou les grands aspects de l'enseignement, là, on va les prendre un peu par thème, mais plus en les énumérant qu'en les développant, parce que là, on n'aura pas le temps. Il y a le mythe d'Air qui est important. Le mythe d'Air, c'est... Là, on a un enseignement sur la mort, on a un enseignement sur la durée entre 2 incarnations, qui est indiqué comme étant de 1000 ans, et nous avons un élément sur la vision prospective qui se présente à chaque être humain au moment de sa naissance ou autour de sa naissance. Le mythe d'Air nous laisse un peu trouver. Un autre mythe essentiel dans la pensée de Platon, c'est le mythe de la caverne. Alors, il fait l'objet de conférences à lui seul, mais le mythe de la caverne, c'est justement dans cette complexité du cerveau humain, on pourrait dire d'une manière un peu imagée, qui va être le foyer où va se passer tous les processus en rapport avec la physiologie du corps humain, mais aussi toute l'évolution de la conscience à travers 3 états de conscience, l'état de veille, l'état de sommeil et l'état de sommeil profond. N'oublions pas qu'on trouve dans Platon un enseignement sur le sommeil qui est extrêmement important, et il nous semble que dans le mythe de la caverne, il y a une association à cet éveil de la vie, on pourrait dire un certain yoga du sommeil, pour permettre à
chacun d'entre nous, d'inverser le cycle des incarnations pour passer dans un cycle d'évolution ou de libération progressive de la réincarnation. On voit aussi un point important dans le mythe de la caverne qu'on avait déjà vu, qu'on voit aussi chez Hésiode en rapport avec Hésiode et Échille d'ailleurs, en rapport avec Prométhée, où le Prométhée a à la fois un aspect collectif d'abord, et c'est ce premier aspect qui doit s'imposer et qui restera toujours comme important, mais qui va on peut dire, s'enrichir quand l'homme évolue justement par la vie intérieure. Il va se compléter par une perception plus individualisée, et même complètement individualisée, de la notion du logos en lui-même. Et là, ceci nous fait rentrer dans la notion du daimon, qui était un enseignement cher à Socrate, mais que Platon va évidemment expliquer d'une manière très importante. Alors le daimon, on trouve cet enseignement dans le banquet, où là il y a des pages superbes sur ce symbolisme du daimon qui est à la fois amour et connaissance, et on retrouve cette notion décrite aussi, expliquée dans la doctrine secrète. Et dans la République, on a aussi des passages où on trouve des explications complémentaires sur le symbolisme du banquet, ou du thème de l'amour, ou la notion du génie dans l'être humain. Alors, il y a un très beau passage dans Isis dévoilée, c'est dans l'introduction. On va juste en donner quelques petites idées, parce qu'on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est aux pages 19 et 20, où la notion du daimon est particulièrement est développée avec des éléments de précision qui sont très importants. Parce que pour comprendre la dynamique du processus de réincarnation, il semble difficile d'éliminer cette notion du daimon dans son aspect individuel. Là, on laisse chacun revenir par lui-même à ces pages. Alors, voici ce qu'elle écrit dans Isis dévoilée. C'est à la page 635 du deuxième volume, en rapport avec le banquet de Platon, toujours ce même ouvrage. Il est dit que Dieu ne se révèle pas à l'homme lui-même directement, mais que c'est à travers son esprit ou son interpréteur. Et là, c'est le daimon, évidemment. Et l'âme ne peut se réunir avec peut se réunir justement avec ce divin supérieur qui est complètement impersonnel. Elle utilise le mot itself en anglais qui est complètement impersonnel parce que, dit-elle, le Fils de Dieu est un avec lui-même. Là, ce Fils de Dieu nous renvoie au symbolisme du Fils de Dieu dans la Bible, au chapitre 6 de la Genèse, où n'oublions pas qu'on retrouve tout l'enseignement en rapport avec ce daimon, mais sous forme des noms divers qui lui est donné dans le Zohar en particulier, comme Azaël, etc. Il y a plusieurs noms qui vont tourner autour de ce qui, chez les Grecs, s'appelait le Prométhée. Et on trouvera cette référence au Fils de Dieu en traversant toute la Bible, et qui va aller donc jusqu'à l'avant-dernier chapitre, au livre du Nouveau Testament. Et c'est important peut-être là de noter ce que disent les docteurs rabbiniques qui étudient le Zohar, et donc qui sont dans cet ésotérisme du Zohar, c'est qu'ils nous disent que le thème du Fils de Dieu, on peut dire du Maître intérieur, doit être étudié, c'est un point important, ils insistent là-dessus, mais il ne faut surtout pas chercher à entrer en contact avec lui. Donc, là, il me semble que c'est ces savants du Zohar en quelque sorte, nous disent ça c'est le domaine de l'initiation, c'est le domaine de l'occultisme, c'est le domaine de la théurgie, et tant qu'on n'est pas prêt, on ne peut pas entrer dans ce domaine. Mais par contre, son étude est importante.
L'étude, c'est une étude en particulier sur soi-même, bien évidemment. Et on retrouve cet enseignement donc sur ce médiateur intérieur, et elle dit toujours encore dans ce même passage de Isis Evoilé, qui est dans la conclusion de l'ouvrage, que ce médiateur est le Dieu de chaque âme humaine, et il est aussi son justifié, celui qui va le justifier, c'est-à-dire qui va peut-être l'accompagner dans tout ce parcours karmique un peu difficile. Et c'est là, Blavatsky nous fait un lien avec l'Épître aux Romains, le chapitre 3 du livre de l'Épître aux Romains de Saint Paul. Alors un point important, alors on va accélérer là, on va trouver dans Platon évidemment l'importance de l'enseignement sur l'Atlantide, on trouve ça dans le Critias ou dans le Timée, sur les races anciennes, les races d'or, etc., l'évolution, l'immortalité de l'âme. On trouve aussi évidemment les grandes idées en rapport avec le beau, le vrai, le juste, et la hiérarchisation qu'il peut y avoir dans la dynamique de ces principes, de ces idées, pardon. Par exemple, la vérité va être considérée comme un peu supérieure au beau, bien évidemment. Mais évidemment, il faut rentrer dans la subtilité de la discussion que mène Platon à ce sujet. On a parlé des états de conscience en rapport avec le sommeil, et ceci nous renvoie aussi au banquet des dieux, qui est un aspect de l'enseignement qu'on trouve dans le banquet, où là, pendant la nuit, dans le sommeil profond, quand nous avons suffisamment ouvert notre conscience sur le plan spirituel, nous pouvons commencer à, pour dire, comme semer et récolter sur ce plan qu'on appelle en théosophie le plan du sommeil profond ou de Sushupti, avant d'aller à un plan encore supérieur. On trouve l'enseignement de karma et de réincarnation dans le livre des lois, dans Timée, dans le Gorgias, on trouve l'enseignement sur la Trinité aussi dans le Timée. On trouve la notion des principes, on l'a cité tout à l'heure en rapport avec la clé de la théosophie, mais on trouve des éléments intéressants sur le fait que nous avons une cohésion de tous ces principes pendant la vie, et c'est la force de cohésion de ces principes qui va déterminer la durée de vie de chacun. Ça, c'est un point qu'on trouve dans le Timée. La notion de succession des univers aussi, l'homme, et le point peut-être qui va nous prendre pour la conclusion, c'est la notion de prière et méditation. La prière développe la volonté, nous dit Platon, et la méditation, bien évidemment, va être son complément indispensable. Donc, peut-être aussi une autre manière de définir le même processus de pénétration dans la réalité de notre nature intérieure. La théurgie, on l'a cité tout à l'heure, elle sera explicitée beaucoup plus tard par ce qu'on appelle les néoplatoniciens, Jamblique, Platon, Porphyre, etc. Mais on en trouve déjà des prémices très claires, il nous semble, dans Platon. Voilà, alors nous ferons une petite lecture d'un petit passage du Théétète pour conclure, parce que nous n'avons pas le temps d'aller plus loin. Dans cette conclusion, voici ce qui est écrit. On peut 106. Alors, oui, la notion du mal chez Platon n'existe pas per se en lui-même. Il existe par une mauvaise disposition des choses, soit du corps, qui peut par peut-être l'alcool ou différentes causes, générer la notion du mal dans un être, mais c'est surtout la notion de connaissance ou d'ignorance, l'ignorance qui sera la cause de la méchanceté. Alors voilà ce qui est écrit dans le Théétète. Le mal sera toujours dans ce monde inférieur, mais un devoir est impérieux, abandonner aussi vite que possible ce monde inférieur pour le supérieur. Cette évasion est réalisée en s'assimilant à Dieu dans la mesure du possible,
et l'assimilation est atteinte en devenant juste et sain à la clarté de l'esprit. Là, nous sommes voilà, en rapport avec ce qu'on appelle le nirvana ou la recherche du moksha dans l'Orient, mais aussi un autre aspect qui renvoie toujours à ce daimon, qui est cette assimilation doit aboutir à un être juste et sain. Donc, on voit qu'il y a une continuité à cette séparation par rapport, cet isolement par rapport au monde, c'est pour être au contraire plus présent sur les plans intérieurs. Ceci est dans le tête-à-tête. Voilà, donc dans Platon, la montée en responsabilité, la montée en état de conscience, c'est une évolution intérieure, et c'est par l'action sur les plans intérieurs que le monde véritablement fonctionne et repose, d'où l'importance de ces notions de prière et de méditation. Voilà, il nous faut interrompre. Excusez-nous, on a été peut-être un peu plus long que le temps. Voilà. Et la place aux questions-réponses. Donc, quelle sera la première question sur ce sujet? Est-ce qu'on peut développer un peu la notion de méditation, parce que il y a aussi une extase, mais comment il conseille de procéder pour arriver à cette expérience? Alain, tu veux répondre? La question, c'est un peu quels sont les conseils de Platon pour accéder à cette extase intérieure, hein, évidemment. Alors, si on prend le banquet, hein, on voit que c'est un mariage entre la partie divine de notre être, hein, qui est l'éros, ou le pouvoir d'amour, ou l'entité d'amour en nous-mêmes, et l'aspect inférieur qui est symbolisé par un quaternaire en théosophie est associé au principe de l'eau. Donc ça sera une union du principe de feu et du principe de l'eau. Si vous voulez, quand dans la mystique en général, on va trouver que pour se connecter au monde supérieur, il va falloir utiliser comme deux aspects. Là, on reprend une pensée de Swedenborg, mais qu'on retrouve évidemment dans Platon, c'est que pour accéder ou saisir la réalité de ce qui nous soutient, on pourrait dire, sur les plans intérieurs, on ne peut le faire qu'à travers la compréhension du symbolisme de la musique et de la lumière. On trouve ça évidemment aussi dans un passage à la fois de Blavatsky, mais aussi de Judge, qu'on trouve dans le livre Les rêves et l'éveil intérieur. Alors, c'est cette compréhension de cet aspect-là, c'est pour ça que la musique était très importante, parce qu'elle est cause d'harmonie, et c'est une musique qui doit venir de l'intérieur de l'être. Hein. C'est le musicien ou le compositeur, et même celui qui écoute, composera bien et écoutera bien si il est toujours dans ce symbolisme, cette notion de l'écoute intérieure. On trouve ça aussi dans cette notion, dans la voix du silence, donc ce qui nous parle de la note Fa, qui est une note qu'on doit à la fois apprendre à entendre de l'extérieur, mais surtout, pour bien l'entendre sur les plans extérieurs, il faut d'abord l'entendre sur les plans intérieurs. Ça, c'est dans le livre du professeur Rice, il me semble. Donc, voilà, la méditation sera associée à la musique et à l'art en général, à la peinture, aux différents arts plastiques, même aussi à la danse, à la poésie, etc. Donc, il y aura toujours ce rapport entre l'usage, on pourrait dire, à la fois purifié et parfait du corps humain et sa connexion avec les principes supérieurs. Et à partir de là, quand ces deux aspects des sens de l'oreille et de la vue sont harmonisés, non seulement tout le cerveau, on pourrait dire, retrouve son plein équilibre, mais aussi après les autres sens pourront s'éveiller sans danger. Alors, on trouve évidemment chez Platon la notion de homme connais-toi toi-même, hein, on ne l'a pas dit. Mais... Alors juste un point, il ne faut pas oublier quand même que le terreau dans lequel l'étudiant de cette philosophie de Platon doit
cultiver les choses, c'est effectivement, il doit devenir un véritable philosophe. Donc, on peut évidemment parler des moyens spécifiques, comme ça a été évoqué, mais il y a aussi tout le contexte du philosophe, c'est-à-dire, là, c'est rappelé par exemple ici, la tempérance, la justice, le courage, la pensée, tout ça pour arriver à une purification qui est le préalable véritablement. Donc on peut essayer de mettre la charrue avant les bœufs, mais pour la théosophie, il ne faut pas oublier que ça doit être un terrain de préparation, effectivement. Et à un moment donné, c'est vrai que la voix intérieure sera ressentie par la méditation sur des textes spirituels, comme la voix du silence ou d'autres, la lumière sur le sentier, dans la tradition théosophique. Mais n'oublions pas que, essentiellement, la culture apportée par, on le voit dans les écrits de Platon, c'est le véritable philosophe, en fait. Ça n'est celui qui s'occupe de préparer, et on l'a cité tout à l'heure à propos du Phédon et de l'attitude de Socrate qui n'avait pas du tout peur de la mort. Donc pour arriver vraiment à là, il faut cultiver cet état de philosophe. Une autre question ? Alors, est-ce qu'il y a là dans la conversation, parlant de musique, est-ce qu'il s'agit de fréquence ou d'autre chose? Alors, je sens que la musique, il y a une notion de fréquence, mais c'est surtout les rapports de fréquence. Hein. On n'est pas musicien nous-mêmes. On a l'impression qu'il y a des parallèles possibles entre la musique chinoise et la musique de Grèce ancienne, mais là, on avance avec peut-être un fort taux d'erreur, on ne sait pas le dire. Mais si on parle de la fréquence seule, elle n'est pas suffisante. Hein. Si on prend par exemple les grands opéras comme celui de Paris, de New York, de Milan, etc., ils ne sont pas calés exactement sur la même valeur du La. Hein. Mais voilà, ça montre que la fréquence en elle-même est importante, mais ce qui est plus important encore, c'est les rapports de fréquence. C'est ce qu'on croit comprendre. Il y a tout un domaine qui fait partie de l'ésotérisme sur lequel la théosophie ne donne pas de détails, mais qu'on peut ressentir. C'est bien évidemment tout ce qui est en rapport avec les incantations et avec les mantras. Mais là, c'est même pas la peine de poser la question. La théosophie reste discrète, mais c'est évident que toute la sagesse antique, l'Orient, connaissait bien ça en fait. Une autre question ? Oui, il y a une question ici. Oui, quand on étudie, d'ailleurs ça a été cité, la clé de la théosophie, avec la constitution de l'homme qui donne plusieurs, qui explique que l'homme a plusieurs principes, HPB fait référence souvent à Platon et puis après au système hindou, etc., pour montrer qu'il y a finalement cette idée de l'âme qu'il faut qualifier comme l'âme spirituelle, l'âme humaine, etc. Et donc, dans ce contexte de cette présentation, comment faut-il comprendre que que Dieu n'est pas révélé immédiatement à l'homme, mais que c'est son esprit qui l'interprète. Alors, comment faut-il comprendre cela dans l'approche de la constitution de l'homme et de cette expérience? C'est une question qui est assez mystique. C'est vrai que c'est des textes que l'on retrouve, là c'était cité à partir de la clé de la théosophie ou de la Isis dévoilée. Le banquet, donc le passage du banquet de Platon. En fait, il faut se pénétrer de l'idée fondamentale qu'au départ, nous sommes un pouvoir de conscience, effectivement, qui est fonctionnel à travers un certain nombre d'enveloppes, en fait. C'est-à-dire des enveloppes, ce sont aussi des vies qui sont des moyens par lesquels
l'échange se fait sur différents plans. Alors par exemple, il a été évoqué le plan du sommeil profond sur lequel on va partager ce banquet des dieux, puis il y a l'état de conscience de la veille, et puis il y a le rêve, etc. Donc en fait, l'homme, pour pouvoir effectivement fonctionner en tant qu'âme, il utilise des enveloppes qui appartiennent à ça. Et probablement, ce qui est à comprendre, c'est le lien qu'il y a entre l'aspect universel, et c'est pas forcément évident de bien le saisir, l'aspect universel qui nous rassemble et qui nous met en commun, en fait, qui est notre racine commune, et puis l'espèce de filiation qui fait que c'est par cette filiation intérieure que notre conscience apparaît et nous permet d'être une conscience réfléchie, opérationnelle. Donc il y a là un certain nombre d'instruments, et la théosophie utilise des mots, fait des allusions, mais c'est vrai que ça relève d'une introspection qui est probablement, qui nous amène dans des états mystiques assez profonds en fait. Donc il y a des instruments qui sont des miroirs à différents niveaux, mais qu'il ne faut pas prendre pour la réalité universelle qui nous soutient tous, qu'on appelle le soi de toutes les créatures. En fait, nous sommes une expression de ce soi, et nous utilisons des instruments qui sont aussi une autre expression de ce soi à notre service, mais sur des niveaux plus profonds. Tu veux rajouter, Alain, quelque chose ? Oui, j'ai cherché le passage où Platon répond à cette question, alors, mais on ne l'a pas retrouvé. C'est que quand il y a eu l'éveil de la conscience, ça s'est passé sur un plan où, fondamentalement, l'être humain n'avait pas encore la maîtrise de l'instrument de conscience associé à cet éveil de conscience. Donc, voilà, il parle de ce rapport qu'il y a entre la maîtrise d'un instrument de conscience et l'état de conscience. On retrouve plus le passage. Hein. Voilà. Donc, c'est ainsi une manière de dire pourquoi le divin n'a pas pu se révéler, etc. En fait, il s'est révélé sur les plans intérieurs, bien évidemment, comme on le sait en théosophie, mais au niveau du sommeil profond, c'est un peu l'enseignement du banquet, nous ne profitons pas de cet éveil par le fait que nous ne maîtrisons pas l'instrument de conscience associé. N'oublions pas que dans la notion de cela, on retrouve la notion de l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. C'est un enseignement qu'on fait partie cette fois-ci un peu de tous les enseignements spirituels, on trouve dans beaucoup d'endroits en théosophie. Tant qu'on ne maîtrise pas ces deux aspects, par exemple l'aspect de l'ombre, on n'aura pas l'accès à la lumière, etc. Donc là, il y a toute une compréhension qu'il faut avoir en rapport avec ce symbolisme. On ne trouve pas le passage, mais excusez-nous, mais voilà. Mais en tout cas, il y répond quelque part. Il ne faut pas perdre de vue quand on essaye d'approfondir la notion de l'homme et de ses enveloppes, de ses instruments, qu'effectivement, quand on se compare à un maître de sagesse, la différence fondamentale, c'est pas qu'il a plus de possibilités que nous, c'est qu'il a harmonisé, et ça a été développé dans l'exposé, mais en fait, il a réussi à harmoniser toutes ces enveloppes depuis l'aspect le plus universel, qui est un reflet de cette âme, l'âme du monde, si on veut, jusque sur le plan physique, et que donc, quand cette âme de ce maître de sagesse se retire du corps, par exemple, et qu'elle laisse le corps se reposer, en fait, il garde sa conscience complète et il va faire effectivement continuer, on va dire, sa vie sur le plan intérieur. Alors que nous, il y a une rupture parce que nous n'avons pas harmonisé tous ces aspects de notre nature. Mais le maître de sagesse, en essence, n'a pas d'instrument de plus. Il n'est pas équipé, il n'est pas suréquipé, comme on dit, par rapport à l'homme ordinaire, mais il a développé ce qui est en germe en chacun d'entre nous. Donc, effectivement, cette question se traduit par une maturité progressive qui doit être accomplie et que le maître de sagesse a atteint, effectivement, alors que nous, nous en sommes que dans les états de cheminement avec un ajustement progressif, avec la recherche, effectivement,
de la sagesse, l'amour de la sagesse, en fait. Hein, c'est ça la philosophie. Alors, une autre question, il y avait une question là sur la conversation avec le rapport. Est-ce qu'il y a un rapport de Platon avec l'Orient, avec l'Égypte, en fait? Quel serait le rapport avec l'Égypte? Oui, on n'en a pas parlé. On n'a pas trouvé les... Alors oui, il y a le passage de Solon, évidemment, en rapport avec l'Atlantide, où là on voit que Platon divulgue un enseignement qui lui a été transmis, ça, très probablement quand il est passé en Égypte. Hein. Voilà, ça c'est vrai, on trouve cet élément-là, mais on ne sait pas faire des connexions avec d'autres aspects de l'enseignement égyptien, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Quand on parle même des nombres, le symbolisme des nombres, il semble assez difficile de ne pas inclure des connaissances acquises en Égypte, en particulier le symbolisme du 4, parce qu'on le retrouve dans pas mal d'aspects de la pensée égyptienne. Maintenant, l'enseignement sur les étapes de la mort, hein, les passages par cet état de ce qu'on appelle en théosophie le Devachan, mais avant cette période de séparation des principes inférieurs et tout, il a pu en avoir acquis une bonne partie à travers l'enseignement de la sagesse égyptienne, hein, qui est très marquant dans cette sagesse égyptienne. Hein. Il y a aussi dans le Timée, en fait, l'allusion à des... ça, c'est ce que dit Blavatsky hein, dans la doctrine secrète. Le Timée fait allusion à des grands cycles de conflagration, c'est-à-dire et des déluges, c'est-à-dire des disparitions temporaires de la surface du globe de continents, et en rapport en particulier avec les Grecs, en disant que les Grecs sont un peuple relativement récent, alors que les sages égyptiens, ça c'est ce que dit Solon hein, dans le texte rapporté dans le Timée, et que donc il y a cette notion effectivement d'alternance d'extruction par le feu et par l'eau. Donc, ils sont des enseignements qui sont évidemment très anciens. Il y a aussi d'autres que peut-être qui ont été rapportés par... il y a aussi l'idée de la... Alors ça, c'est par rapport à... Oui, dans le Timée, il y a aussi ces races antérieures. Ça a été mentionné, mais l'idée de race ailée, et puis l'idée, par exemple, d'Aristophane qui raconte ce mythe sur la race qui était androgyne, en fait, hein, et avec des corps qui étaient ronds. Madame Blavatsky dit ça, c'est une référence à des enseignements clairement qui viennent de l'initiation, en fait, qui font partie de cette religion sagesse qui était révélée, et qui peut-être sont aussi des choses qu'on retrouve dans la mythologie égyptienne, en fait. Bon, ce ne sont pas des réponses formelles, hein, parce qu'on n'a pas effectivement tous les éléments, mais ce sont des suggestions qu'on retrouve. Il y a pas mal de suggestions dans la doctrine secrète. Une autre question? On a encore le temps pour d'autres questions? Oui, tout à fait. Oui, probablement c'est l'enseignement à partir des différents modes de naissance, à partir de l'œuvre de la matrice, etc., qu'elle aborde, hein, que Blavatsky aborde, mais qu'on trouve effectivement dans d'autres enseignements. Un point peut-être, oui, c'est dans le Timée qu'elle parle de ces cycles catastrophiques en rapport avec l'eau et le feu, hein, mais on le trouve aussi dans la sagesse mésopotamienne. Hein. Par contre, un point aussi où elle insiste, c'est on peut perdre l'essence intérieure, spirituelle. On peut se déconnecter de l'âme. Hein, et là, avec une double conséquence, à la fois on deviendra aveugle à certaines capacités de percevoir certaines choses, mais aussi on provoquera une forme d'atrophie du mental. Ceci, on le trouve dans le Timée hein, et également dans les idées dévoilées en rapport avec Platon. Alors, d'autres questions pour terminer notre réunion, là? Oui, une question. Oui, s'il vous plaît. Oui. Peut-on revenir sur cette notion de daimon? Ça correspond exactement à quoi dans l'être humain? Alors, le daimon, il y a une référence qui est dans la doctrine secrète, là, dans la première référence. En fait, ça correspond à ce qu'on appelle
Alors, on ne peut pas faire une réponse formelle, peut-être que Alain, tu pourras aussi rajouter un élément, mais dans la page 200, dans le résumé, là on est en train de chercher la référence. En fait, il semblerait que ça correspond à ce qu'on appelle de manière un peu lâche l'idée de l'ange gardien dans les traditions chrétiennes. En fait, c'est la relation qu'il y a dans l'aspect le plus élevé de notre âme avec les hiérarchies qu'on appelle les dhyani Bouddha, en fait, c'est-à-dire en théosophie, ces hiérarchies qui représentent l'ensemble des forces actives qui mettent le logos, qui mettent l'univers en activité. Et il y a une relation directe parce que l'âme humaine, en tant que triade Atma Buddhi Manas, est née effectivement comme une émanation de ces hiérarchies qu'on appelle les dhyani Bouddhas, c'est-à-dire ces esprits planétaires en fait. Donc il y a dans la constitution intérieure, il y a une relation. Alors dans la page 288 du premier volume, on lit les daimons sont dans le sens socratique et même dans le sens des théologiques orientées vers les latins, les esprits gardiens de la race humaine. Ce sont ceux qui demeurent dans la proximité des immortels et qui veillent aux affaires humaines. Dans le langage ésotérique, on les appelle les Chitkala. Ce sont ceux qui ont fourni à l'homme les quatrième et cinquième principes de leur propre essence, et en d'autres termes, ce sont ce qu'on appelle les pitris. Ça sera expliqué dans le deuxième volume et qui sont nécessaires pour que l'homme soit un être complet. En fait, ce sont donc des classes d'êtres, alors qu'on peut aussi mettre en rapport avec l'idée de Prométhée, qui sont des entités qui ont développé le principe du manas dans des cycles antérieurs et qui vont effectivement partager leur essence pour pouvoir apporter à l'humanité, pour qu'elle soit vraiment une humanité pensante à l'intérieur de corps effectivement opérationnels sur le plan physique. Donc d'une certaine manière, il y a un aspect qui soutient le manas, parce que la triade Atma Buddhi Manas est une émanation des dhyani Bouddha, mais en même temps, il y a une fonction, on va dire, d'ange gardien ou de quelque chose qui veille sur... et ça, c'est assuré par ces hiérarchies spirituelles qui exercent cette fonction, en fait. Donc, si on veut, c'est à la fois un aspect qui appartient à l'homme intérieur et aussi des hiérarchies qui sont... on ne peut pas dire vraiment extérieur parce que sur les plans intérieurs, il n'y a pas de différence, ce n'est pas comme le plan physique, mais qui sont vraiment en cohérence d'unité. Donc c'est d'une certaine manière, c'est à la fois une unité et puis il y a une certaine différence dans le fonctionnement en fait. Peut-être juste une petite, tout à fait dans ce qui est dit, tout à fait en ligne avec le concept du daimon. Peut-être on peut rajouter que le daimon va nous aider à comprendre les concepts d'intelligence collective, la notion de l'individualité dans l'homme, comment on peut être conscient de cette notion-là, alors qu'on n'a pas le pouvoir de l'être, et aussi la notion même du jeu, comment peut-on dire jeu alors qu'on n'a pas le pouvoir de le dire. Alors, s'il n'y avait pas en nous-mêmes un aspect d'une entité libérée, individualisée, il nous semble important de le dire, mais qui ne peut se comprendre, on peut comprendre cet aspect individualisé qu'après avoir compris l'aspect collectif de cette hiérarchie. Voilà, il nous semble que c'est la base de l'enseignement, c'est voilà, d'abord nous unir au collectif, c'est la notion de responsabilité, etc., le devoir, etc. Et à partir de ce moment, notre canal intérieur d'union à cet aspect individuel du divin va se réveiller. Et c'est à travers cette connexion individuelle que le processus de naissance intérieure va véritablement se passer, c'est-à-dire le processus d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, merci. Il y avait une question de Marc, là, avant qu'on termine. Une question. Non, vas-y, je t'en prie. Une question toute bête.
Oui, on n'entend pas là. D'où vient la conscience que nous manifestons? D'où vient la conscience? Eh bien, il semblerait, on vient d'apporter des éléments de réponse. C'est que la conscience, c'est quelque chose qui est universel, c'est ce qui n'a pas été créé, qui n'a pas commencé un jour. On appelle ça Atma dans la spiritualité, c'est-à-dire ça existe partout. Il y a de la conscience dans toutes les formes de vie, mais simplement cette conscience devient réfléchie dans certaines conditions à travers des instruments qui ont été préparés par le processus évolutif, et c'est un peu le sens des réponses qui ont été apportées à la question précédente. Quand on parle de conscience réfléchie, c'est une focalisation à travers des instruments particuliers qui vont servir à développer la volonté et à développer l'expérience, mais la conscience elle-même, c'est un principe universel qui est partagé partout parce que c'est la conscience, c'est le soi un de toutes les créatures, et c'est aussi le pouvoir de vie, c'est la vie. La vie, la conscience et le soi, c'est en fait le même concept, c'est partout. Donc elle n'a pas été créée dans l'homme à un moment donné, elle a simplement pris des caractéristiques particulières quand la conscience est devenue réfléchie, parce que les instruments qui ont été préparés ont permis de la voir apparaître comme je suis moi en fait. Voilà, il faut s'arrêter, amis, parce que l'heure est arrivée. On va donc vous souhaiter une bonne fin de soirée et puis vous dire que la prochaine réunion, c'est vendredi prochain, le 8 avril, les expériences de mort imminente. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous.